Assalamu alaikum. Alors, je vous propose le problème de synthèse suivant, qui est composé de deux parties. La première partie va traiter l'étude de la charge du condensateur et la deuxième partie va traiter l'étude de la décharge du condensateur à travers la bobine. Alors, vous trouverez dans la barre de description le lien de téléchargement de la version numérique de ce problème. Alors, la première partie, on va s'intéresser à l'étude de la charge du condensateur. On nous dit un condensateur de capacité C est égal à 1 microfarad, initialement déchargé et placé en série avec un conducteur ohmique de résistance grand R est égal à 10 kΩ. Un interrupteur K a un générateur G de résistance négligeable qui maintient entre ses bornes une tension constante U0 est égale à 5 volts. Alors, la première question demandée ici, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UAB. Alors, pour ce faire, on va reprendre le chemin en représentant les tensions aux bornes du condensateur, aux bornes de la résistance R, ainsi qu'aux bornes du générateur. Et de là, on va appliquer la loi de Meth, c'est-à-dire la tension UR plus la tension UAB est égale à ici à U0, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur. De là, donc, on trouve, après l'application de la loi de Meth, on trouve ici UAB plus UR est égal à ici à U0. Avec UR est égal à RC dérivé de UAB par rapport au temps. Et de là, maintenant, vous pouvez aboutir à l'équation différentielle demandée. Alors, la question suivante ici, on nous demande de vérifier que UAB est égal à ici à U0 facteur de 1 moins exponentielle dt sur taux et solution de l'équation différentielle et déterminer l'expression des taux et calculer sa valeur numérique, qui est ici la constante du temps. Alors, pour ce faire, on va reprendre d'abord l'équation différentielle, on est d'accord? Maintenant, on va dériver tout d'abord la dérivée de U par rapport au temps. On sait que UAB est égal à U0 facteur de 1 moins exponentielle dt sur taux. Maintenant, après avoir dérivé, donc, vous trouverez donc l'expression suivante. Maintenant, ici, on va remplacer UAB par son expression et dériver de UAB par rapport au temps par son expression. Maintenant, et là, on peut aboutir à l'équation suivante. Maintenant, on développe et puis on simplifie par U0. Et après simplification, donc, on peut aboutir à l'équation suivante. Et à partir de là, on peut aussi factoriser par U0 exponentielle de moins t sur taux. Et en factorisant par U0 exponentielle de moins t sur taux, vous pouvez aboutir à l'équation suivante. Et là, on sait que U0 exponentielle de moins t sur taux est différent de 0. Alors, ça sera moins 1 plus RC multiplié par 1 sur taux qui sera égal à 0. Et à partir de cette équation, vous pouvez maintenant tirer taux qui est égal à ici à R fois C. Et là, vous pouvez faire maintenant donc son application numérique. Et après calcul, on trouve une valeur de 10 fois 10 puissance moins 2 secondes. Alors, la question suivante ici, on nous demande de calculer l'instant T au bout duquel la tension aux bornes de la résistance grand R soit 25% de la tension aux bornes du générateur. Alors, pour ce faire, on va tout d'abord déterminer l'expression de la tension aux bornes de la résistance R. Donc ici, UR est égal à R fois I. D'accord? Or, on sait que I est égal à C dérivé de UAB par rapport au temps. On connaît l'expression de la tension UAB qui est égale ici à U0 facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. D'accord? On va dériver cette expression par rapport au temps. Mais après avoir dérivé, donc ici on trouve U0 fois 1 sur taux multiplié par exponentielle de moins t sur taux. Or, on sait que RC est égal à taux, donc on peut simplifier RC par taux. D'accord? Et de là, on trouve ici U0 exponentielle de moins t sur taux. Alors ici, on cherche l'instant au bout duquel UR est égal à 25% de U0. Donc on va égaliser ici UR par 25 sur 100, c'est-à-dire 25% de U0 est égal à 25 sur 100 multiplié par U0. D'accord? Là maintenant, on peut simplifier U0, U0. On aura ici exponentielle de moins t sur taux est égal à 25 sur 100. À partir de là, maintenant, on peut prendre l'inverse membre à membre. On aura ici exponentielle dt sur taux est égal à ici à 4. D'accord? Parce que 100 divisé par 25 est égal à 4. Là, on va prendre ln membre à membre. Et de là, on peut aboutir à t est égal à ici à taux ln de 4, qui est ici l'instant demandé. C'est-à-dire l'instant au bout duquel la tension UR est égale à 25% de U0. On est d'accord. Maintenant, on peut faire l'application numérique et là, on trouve une valeur de 0,0138 secondes. Alors, la question suivante ici nous demande de calculer la puissance moyenne mise en jeu lors de la charge du condensateur à l'instant t est égale à taux ln de 4. Alors ici, on sait que la puissance moyenne ici est donnée par la relation suivante. P dt est égale à énergie emmagasinée par le condensateur divisé par la durée t. Or, la durée delta t est égale ici à taux ln de 4. D'accord? Et de là, maintenant, on peut remplacer delta t par son expression. On trouve ici P dt
est égal ici à l'énergie emmagasinée par le condensateur divisé par taux ln des 4. Alors pour nous, on va tout d'abord déterminer l'énergie emmagasinée par le condensateur à l'instant t est égal à taux ln des 4. Là, on sait que énergie emmagasinée par le condensateur est égale à 1 demi C UAB au carré. Or, on sait que UAB est égal à U0 facteur de 1 moins exponentielle dt sur taux. On va remplacer T ici par taux ln d 4, c'est-à-dire on calcule l'énergie emmagasinée par le condensateur à l'instant T est égal à taux ln d 4. Là, ce qu'on va faire dans un premier temps, on calcule tout d'abord la tension aux bornes du condensateur à l'instant T est égal à taux ln d 4. On y est. Là, on va remplacer, là où nous avons T par taux ln d 4, et de là, on trouve ici UAB à l'instant T est égal à taux ln d 4 est égal à 3 quarts de U0. Maintenant, connaissant la tension UAB à l'instant T est égale à taux ln d 4, on peut maintenant déduire ici l'énergie emmagasinée par le condensateur à l'instant T est égale à taux ln d 4. Et là, on trouve après calcul l'expression suivante, c'est-à-dire 9 sur 32, c'est U0 au carré. Alors, connaissant l'énergie emmagasinée par le condensateur à l'instant t est égal à taux ln d 4, on peut maintenant donc déduire l'expression de la puissance moyenne mise en jeu lors de la charge à l'instant t est égal à taux ln d 4. Et là, on trouve P de t est égal à taux ln d 4 est égal ici à 9 CU0 au carré sur 32 taux ln d 4. On y est. Et à partir de là, vous pouvez maintenant effectuer son application numérique. Et là, après calcul, on trouve une valeur de 5,072 fois 10 puissance moins 4 watts. Alors ici, on peut vous demander par exemple de calculer la puissance maximale mise en jeu lors de la charge complète du condensateur. Alors pour ce faire, il faut savoir que le condensateur est complètement chargé à l'instant t est égal à 5 taux. C'est-à-dire c'est la durée nécessaire pour que le condensateur soit complètement chargé. Alors ici, pour déterminer la puissance maximale mise en jeu, on va appliquer la formule suivante, c'est-à-dire P maxi est égal ici à énergie emmagasinée par le condensateur ici maximale divisé par delta T. Alors on sait que la durée ici delta T pour que le condensateur soit complètement chargé est estimée égale ici à 5 taux. D'accord. Maintenant, on va remplacer là nous avons delta T par sa valeur. Donc on aura ici puissance maximale est égale ici à énergie emmagasinée par le condensateur maxi divisé par 5 taux. Maintenant, à quoi vaut l'énergie emmagasinée par le condensateur à l'instant t est égale à 5 taux? On va appliquer donc la formule suivante. On sait que l'énergie maximale emmagasinée par le condensateur est égale ici à 1 demi CU0 au carré, c'est-à-dire la tension maximale ici aux bornes du condensateur. Parce que U maxi aux bornes du condensateur est égal à U0, c'est-à-dire la tension délivrée par le générateur. Maintenant, on va remplacer là où nous avons ici E maxi par son expression. Donc, on a ici EC maximal est égal à 1 demi CU0 au carré. Donc, en remplaçant, donc, on trouve l'expression suivante. Donc, P maxi est égal à CU0 au carré divisé par 10 taux. Donc, ici, par exemple, lorsqu'on vous demande de calculer la puissance maximale mise en jeu lors de la charge complète du condensateur, alors cette puissance-là, elle est donnée par la relation suivante, hein, c'est-à-dire P maxi est égal à C fois U0 au carré. C'est-à-dire c'est C qui est la capacité du condensateur exprimée ici en farad, multiplié par la tension U0 qui est ici la tension aux bornes du générateur au carré divisé par 10 fois taux. Taux ici représente la constante du temps. Maintenant, vous pouvez aussi l'exprimer en fonction de R et C. On est d'accord? C'est-à-dire en remplaçant taux par son expression, on peut avoir ici P maxi est égal à U0 au carré divisé par 10 multiplié par R. On est d'accord? Puisqu'on sait que taux est égal à RC. Donc, vous pouvez simplifier C et C. Il va nous rester tout simplement 10 multiplié par R. Donc, par conséquent, la puissance maximale mise en jeu lors de la charge complète du condensateur est égale ici à C fois U0 au carré sur 10 taux, qui est égal ici à U0 au carré sur 10 multiplié par R. On est d'accord? Maintenant, à partir de là, vous pouvez maintenant faire l'application numérique. Et là, on trouve une valeur de 2,5 fois 10 puissance moins 4 watts. Alors, la question suivante ici, on nous demande de déterminer l'expression de l'intensité I du courant en fonction de I0, R, C et T. Alors, on sait que I est égal à dérivée de Q par rapport au temps. On est d'accord? Et de là, en remplaçant Q par son expression, donc on trouve ici égal à C dérivée de UAB par rapport au temps. Or, UAB est égal ici à U0 facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Maintenant, en dérivant UAB ici par rapport au temps, donc on trouve ici U0 multiplié par 1 sur taux
exponentielle de moins t sur taux. On est d'accord? Or, on sait que taux est égal ici à R fois C. On peut simplifier C et C. Et après simplification, donc on trouve ici U0 sur R exponentielle de moins t sur RC. Alors ici, pour représenter l'allure de la courbe de IDT, on va maintenant donc représenter ici en abscisse le temps et ici en ordonnée donc l'intensité I du courant. Maintenant, on va placer la valeur maximale, d'accord? La valeur maximale ici est égale à U0 sur R, donc qui est ici l'intensité maximale. Alors ici, comme nous avons une fonction qui est décroissante, on va calculer la limite de I dt lorsque t tend vers plus l'infini. Alors là, on trouve limite de I dt lorsque t tend vers plus l'infini est égal à 0, on est d'accord? Puisque exponentielle de moins l'infini est égal à 0. On y est. Et de là, donc, on peut avoir l'allure suivante. Puisque la limite de I dt lorsque t tend vers plus l'infini est égal à 0. On y est. Et en traçant la tangente à l'instant t est égal à 0, vous pouvez placer taux. Alors, la question suivante, on nous demande de tracer le graphe de UAB dt avec les échelles suivantes, c'est-à-dire 1 cm pour 5 millisecondes en abscisse et 2 cm pour 1 volt en ordonnée. Alors ici, à l'examen, on vous donnera effectivement une papier millimétré dans laquelle vous pouvez maintenant donc tracer le graphe de la tension UAB. On est d'accord? Alors pour nous, on va placer d'abord l'ensemble de ce point. Donc vous avez le point ici correspondant aux coordonnées 2,5, 0,9 ainsi que les autres points. Et de là, maintenant, vous pouvez maintenant donc regrouper ces points-là, vous pouvez avoir l'allure de la forme suivante. Maintenant, il faut bien voir que vous avez ici le point de coordonnées 0, 0, on est d'accord? Le point de coordonnées 2,5, 0,9, ce point-là, vous avez ici 2,5, on est là, et puis 0,9, hein. Ainsi de suite. Hein. Vous avez ici, par exemple, le point 20, 4,2. 20, il est là, donc vous avez ici 4,2. Hein. 4,2, ça fait près là. Parce que chaque gradation ici correspond à 0,2. On est d'accord? Donc vous avez ici 4,2. Et puis l'autre point, par exemple, vous avez ici 50 millisecondes avec une tension de 5 volts. Donc ici, vous avez 50. Vous voyez très bien. Là, j'ai coupé maintenant donc tracer la droite correspondant à 5 volts. Hein. Donc qui est ici l'asymptote horizontale. Hein. Donc vous avez ici l'instant t est égal à 50 millisecondes. Vous avez la tension IAB est égale à 5 volts. On y est. Donc vous avez ici l'allure de la courbe de IAB. D'accord. Alors ici, à l'examen, il faut bien respecter l'échelle donnée. Hein. Alors la question suivante nous demande ici l'allure du graphe obtenu est-il en accord avec l'expression de la tension IAB? Alors, pour ce faire, il faut savoir aussi que l'allure de la courbe que nous avons ici représente l'allure d'une courbe exponentielle. Donc, ce graphe est en accord avec l'expression de la tension UAB. D'accord? Comme à l'instant t est égal à 0, UAB égale à 0, et lorsque t tend vers plus l'infini, on trouve bien donc UAB est égal à 5 volts qui est en accord avec la courbe ici. Alors, conclusion, l'allure du graphe obtenu ici est en accord avec l'expression de la tension UAB. On est d'accord? Alors, la question suivante ici, on nous demande de déterminer la valeur de taux à partir de la courbe. Alors, on sait que taux, qui est ici la constante du temps, représente le temps nécessaire pour que le condensateur atteigne 63% de sa charge maximale. Alors, ici, à l'instant t est égal à taux, UAB est égal à 63% de U0. U0 ici qui est la tension maximale. On est d'accord? Maintenant, on va remplacer U0 par sa valeur. Donc, on trouve ici 0,63 qui représente ici 63%, multiplié par 5 qui est ici la tension maximale. Et après calcul, on trouve une valeur de 3,15 volts. Alors maintenant, on va placer la valeur de 3,5 volts au niveau de l'axe des ordonnées. Donc, on peut placer ici. Vous avez ici 3,15. D'accord? Maintenant, on va tracer une droite horizontale. Cette droite-là va couper la courbe ici en un point. Et après, vous projetez donc verticalement pour lire la valeur du taux. Alors, on voit très bien qu'en projetant ici verticalement, on trouve bien t est égal à 10 000 secondes, ici, qui représente ici effectivement la valeur du taux, qui est la constante du temps, trouvée dans la question numéro 1. D'accord? Alors, pour la partie B, on va s'intéresser à l'étude de la décharge du condensateur à travers la bobine. Alors, dans cette partie, nous allons nous intéresser au comportement du circuit lorsque le condensateur a été préalablement chargé sous la tension U0 du générateur et lorsqu'il se décharge dans la bobine et dans la résistance R.
Alors, question demandée, établir l'équation différentielle régissant les décharges du condensateur et vérifiée par la charge QDT. Alors, pour ce faire, on va reprendre le chemin en représentant la tension aux bornes du condensateur, la tension aux bornes de la résistance R, ainsi que la tension aux bornes de l'inductance L. Et de là, on peut appliquer la loi des mailles. On trouve ici UR plus UAB plus UL est égal à 0. On est d'accord? Alors, la tension UAB elle est donnée par la relation suivante. La tension UR elle est donnée par la relation suivante. La tension UL elle est donnée par la relation suivante. Et de là, on peut remplacer UAB par son expression, UR par son expression, UL par son expression. Et de là, vous pouvez aboutir à l'équation suivante. D'accord? Maintenant, en divisant par L, vous obtenez donc l'équation différentielle demandée. Alors, ici, on nous demande de l'exprimer en fonction de alpha et oméga 0. Alpha ici représente le coefficient d'amortissement. Alors, on sait que grand R sur L est égal à 2 lambda, c'est-à-dire lambda ici représente le facteur d'amortissement. Or, on sait que lambda est égal à alpha fois oméga 0, c'est-à-dire alpha qui est le coefficient d'amortissement, oméga 0 qui est la pulsation propre. On est d'accord? Maintenant, en remplaçant lambda par son expression, donc vous aboutirez donc à l'équation différentielle suivante en fonction de oméga 0 et alpha. D'accord? Alors ici, à travers ce circuit, nous avons un circuit RLC en régime libre. On est d'accord? Maintenant, si la résistance grand R est égale à 0, donc le régime ici est appelé régime périodique. On est d'accord? Parce que vous avez ici un circuit LC avec une bobine qui est idéale. Maintenant, si la résistance grand R est différente de 0, vous avez ici des oscillations électriques amorties. D'accord? R égale à 0, vous avez des oscillations électriques non amorties. Lorsque grand R est différent de 0, vous avez des oscillations électriques amorties. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de définir quelques grandeurs physiques liées par rapport aux oscillations électriques amorties. Alors ici, on peut définir dans un premier temps ce qu'on appelle la pulsation propre, qui est ici oméga 0. Donc oméga 0, elle est donnée par la relation suivante. Oméga 0 est égal à 1 sur racine carrée de LC. On y est. Ensuite, on peut définir ici le facteur d'amortissement, donc donné par la relation suivante. Lambda est égal à L sur 2R. D'accord? Exprimé ici en seconde exposant moins 1. Ensuite, on peut définir alpha, donc qui est le coefficient d'amortissement donné par la relation suivante. Donc alpha est égal à lambda sur oméga 0. Avec lambda représente ici le facteur d'amortissement, oméga 0, la pulsation propre. On est d'accord? Vous pouvez aussi l'exprimer en fonction de R, C et grand L. Ensuite, on peut définir ici le facteur de qualité. Q est égal à L oméga 0 sur grand R, maintenant, qui est égal aussi à 1 sur 2 alpha. On y est. Et enfin, on peut définir ici la résistance critique donnée par la relation suivante, c'est-à-dire RC est égal à 2 racine carrée de L sur C. Donc, c'est la résistance critique ici exprimée en ohms. Maintenant, connaissant les grandeurs physiques, on peut maintenant définir les régimes. Alors, lorsque vous avez des oscillations électriques amorties, il faut savoir que nous avons 3 régimes différents. Alors, ici, premier régime, c'est lorsque vous avez le coefficient d'amortissement inférieur par rapport à 1. Donc, ici, le régime est dit pseudo-périodique. Ou bien lorsque Q est supérieur par rapport à 1,5, c'est-à-dire lorsque le facteur de qualité Q est supérieur par rapport à 1,5, ou bien lorsque la résistance grand R est inférieure par rapport à la résistance critique. Lorsque vous avez l'un des cas suivants, le régime est dit pseudo-périodique. Alors, un régime pseudo-périodique est caractérisé par sa pseudo-pulsation donnée par cette relation, c'est-à-dire oméga est égal à racine carrée de oméga 0 au carré moins lambda au carré. On est d'accord? C'est-à-dire ici, c'est oméga au carré, donc moins lambda au carré, en racine carrée, ce qui représente ici la pseudo-pulsation. Donc ici, vous avez encore la pseudo-période donnée par la relation suivante, c'est-à-dire T est égal à 2pi sur oméga. Avec oméga est égal à racine carrée de oméga 0 au carré moins lambda au carré. Et de là, vous pouvez exprimer aussi la pseudo-période T en fonction de T0 qui est la période propre et Q qui est le facteur de qualité. Ensuite, lorsque vous avez le coefficient d'amortissement qui est supérieur par rapport à 1, donc le régime est dit apériodique. On est d'accord? Ou bien lorsque le facteur de qualité Q est inférieur par rapport à 1,5, ou bien lorsque la résistance grand R est supérieure par rapport à la résistance critique. Alors, lorsque vous avez l'un des cas ici, donc le régime est dit apériodique. Et il faut savoir que dans un régime apériodique, il n'y a pas d'oscillation. D'accord? Donc, il n'y a pas d'oscillation électrique dans un régime apériodique. Et il faut savoir que lorsque vous avez un régime apériodique, le retour du système à l'équilibre est lent. Maintenant, dernier point, c'est lorsque alpha est égal à 1. Donc, lorsque le coefficient d'amortissement est égal à 1, le régime est dit critique.
ou bien lorsque Q est égal à 1,5, ou bien lorsque R est égal à RC. C'est-à-dire lorsque la résistance grand R est égale à la résistance critique, le régime est dit critique. On y est. Donc le régime est dit critique lorsque alpha est égal à 1, c'est-à-dire le coefficient d'amortissement. Donc soit alpha est égal à 1, ou bien lorsque le facteur de qualité Q est égal à 1,5, ou bien lorsque la résistance grand R est égale à la résistance critique. Le régime est dit critique. Alors, dans un régime critique, il faut savoir que le retour du système à l'équilibre est plus rapide comparé par rapport au régime apériodique. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors ici, on nous demande d'exprimer la pseudo-périodicité en fonction de alpha et T0. Alors pour ce faire, vous avez ici l'expression de la pseudo-périodicité, d'accord? Maintenant, on va factoriser par oméga 0 et de là, donc, on trouve T est égal à 2pi sur oméga 0, racine carrée de 1 moins lambda sur oméga 0 au carré. Donc 2pi sur oméga 0 est égal à la périodicité 0 et lambda sur oméga 0 est égal à alpha, qui est ici le coefficient d'amortissement. Alors, pour exprimer la pseudo-périodicité en fonction de L, C et alpha, on va remplacer T0 par son expression, qui est ici la valeur de la période propre. On est d'accord? Or, on sait que T0 est égal à 2pi racine carrée de LC. Et de là, en remplaçant donc T0 par son expression, donc vous pouvez aboutir à l'expression de la pseudo-périodicité en fonction de L, C et alpha. On y est. Alors, la question suivante, on nous demande ici de calculer la valeur de l'inductance grand L, de la résistance grand R ainsi que la résistance critique RC. Alors, pour déterminer la valeur de l'inductance grand L, on va maintenant donc utiliser l'expression suivante, puisqu'on connaît la valeur de la pseudo-périodicité, on connaît la valeur de la capacité C du condensateur, on connaît la valeur de alpha, qui est le coefficient d'amortissement. On est d'accord? Donc, on va tirer donc L ici, on va élever la pseudo-périodicité au carré, et là, on peut tirer L. On est d'accord? On trouve L est égal à 1 moins alpha au carré, donc facteur de T au carré sur 4pi au carré multiplié par C. Et de là, vous pouvez effectuer l'application numérique. Là, on trouve, après calcul, une valeur de 0,396 Henry. Alors, pour déterminer la valeur de la résistance grand R, on va appliquer la relation suivante. On sait que alpha est égal à grand R sur 2, multiplié par la racine carrée de C sur grand L. On est d'accord? Maintenant, on va remplacer donc l'inductance L par son expression, et de là, vous pouvez tirer donc R. Après simplification, on trouve ici grand R est égal à alpha multiplié par la pseudo-périodicité divisé par pi multiplié par la capacité C du condensateur multiplié par racine carrée de 1 moins alpha au carré. Et de là, vous pouvez faire l'application numérique et après calcul, on trouve une valeur de 186,36 ohms. Maintenant, pour déterminer la résistance critique, on va appliquer la relation suivante. RC est égal à 2 racine carrée de L sur C. Et après calcul, on trouve une valeur de 1258,6 ohms. Alors ici pour moi, j'ai remplacé directement la valeur numérique de L. On est d'accord, trouvé ici après calcul qui est de 0,396 Henry. Maintenant pour vous, essayez de remplacer l'expression de l'inductance L. On est d'accord? Donc lorsque vous remplacez L par son expression, vous aurez peut-être RC est égal à 2, racine carrée de 1 moins alpha au carré, le tout multiplié par T au carré, sur 4pi au carré, C au carré. On est d'accord? C au carré peut sortir dans la racine carrée et T au carré peut sortir dans la racine carrée. On est d'accord? Et là, vous pouvez exprimer la résistance critique en fonction de L, T, C et alpha. On est d'accord? Et là, vous pouvez effectuer donc son application numérique et je pense que vous aurez à peu près donc la même réponse. On y est. Alors, la question suivante. On nous demande ici d'établir la relation suivante, c'est-à-dire dérivée de Li au carré sur 2 plus Q au carré donc sur 2C, le tout donc par rapport au temps, plus Ri au carré est égal à 0. Alors, pour ce faire, on sait que l'énergie électromagnétique du circuit RLC est donnée par la relation suivante. E est égal à ici à 1,5 Li au carré plus Q au carré sur 2C. D'accord? Et maintenant, on va dériver cette énergie par rapport au temps. Donc, on trouve ici 2E par rapport au temps est égal ici à dérivé de 1,5 Li au carré plus Q au carré sur 2C, le tout par rapport au temps. On est d'accord? Maintenant, 1,5 L est une constante, on ne dérive pas. Donc, on aura 1,5 L dérivé de I au carré par rapport au temps. Donc, 1,5 C est une constante, donc on ne dérive pas. Donc, on va dériver seulement Q. Donc, on aura dérivé de Q au carré par rapport au temps. Or, dérivé de I au carré par rapport au temps est égal à 2I dérivé de I par rapport au temps. Et dérivé de Q au carré par rapport au temps est égal à 2Q multiplié par dérivé de Q par rapport au temps. Et de là, on peut simplifier 2 et 2, et après simplification, donc on trouve l'équation suivante. On y est.
Là, maintenant, on va remplacer I par son expression et dérivé de Q par rapport au temps par son expression. Et de là, donc, vous pouvez aboutir à l'équation suivante. Maintenant, on va factoriser par L dérivé de Q par rapport au temps. Et en factorisant par L dérivé de Q par rapport au temps, donc, vous trouverez donc l'égalité suivante. On y est. Maintenant, on va utiliser donc l'équation différentielle maintenant pour tirer donc l'expression suivante. On est d'accord? Ici, vous avez Q 2 points plus R sur L Q point plus Q sur LC est égal à 0. Donc, vous pouvez tirer Q 2 points plus Q sur LC est égal à ici à moins grand R Q point sur L. On y est. Donc là où nous avons Q2 points plus Q sur LC, on va remplacer par moins grand R sur L Q point à partir de cette équation différentielle. Donc, vous pouvez tirer effectivement Q2 points plus Q sur LC, on y est, qui est égal à moins R sur L Q point. Alors là, maintenant, on peut simplifier L et L. Donc, il va nous rester moins grand R multiplié par dérivé de Q par rapport au temps, le tout au carré. On est d'accord? Or, dérivé de Q par rapport au temps est égal à I. Donc, on aura ici moins R multiplié par I au carré, ce que nous avons ici. Et à partir de là, vous pouvez maintenant donc ramener moins R I au carré vers l'autre membre. Et là, vous aurez donc l'égalité suivante. Alors, la question suivante, ici, on nous demande d'interpréter. Alors ici, il faut savoir que la dérivée de l'énergie par rapport au temps est égale ici à moins grand R I au carré. On est d'accord? Alors ici, comme la dérivée de E par rapport au temps ici est égale à moins grand R I au carré inférieur par rapport à 0, alors on peut conclure que la fonction E dt est une fonction qui est décroissante. Et comme E est une fonction décroissante, alors, conclusion, l'énergie électromagnétique du circuit RLC diminue au cours du temps. On y est. Alors, par la suite, on voit très bien que la variation de l'énergie emmagasinée dans le circuit RLC donc, est égale ici à moins grand R I au carré. On est d'accord? Donc, conclusion encore, la variation de l'énergie emmagasinée dans le circuit RLC est égale ici à l'énergie dissipée par effet Joule au niveau de la résistance grand R. On est d'accord? Donc ici, vous avez deux conclusions. La première conclusion est que la variation de l'énergie emmagasinée dans le circuit RLC est égale à l'énergie dissipée par effet Joule au niveau de la résistance grand R. Ensuite, comme la dérivée de E par rapport au temps est inférieure par rapport à 0, alors la fonction E dt est une fonction qui est décroissante. Et par conséquent, l'énergie emmagasinée dans le circuit RLC diminue au cours du temps. On est d'accord? Vous avez donc les deux interprétations donc, à donner à travers cette équation. Alors, la question suivante, ici, on nous demande de donner les régimes de fonctionnement du circuit RLC. Alors, dans un circuit RLC, nous avons trois régimes. Régime pseudo-périodique, régime apériodique, ainsi que le régime critique. Alors, on peut représenter ces trois régimes à travers la figure suivante. Alors ici, nous avons le régime pseudo-périodique puisque nous avons ici des oscillations électriques, on est d'accord. Maintenant, nous avons ici le régime apériodique puisque le retour du système à l'équilibre est lent, on est d'accord. Et ici, nous avons donc le régime critique. Dans un régime critique, le retour du système à l'équilibre est rapide. Donc ici, nous avons le régime critique. Le régime apériodique, le retour donc, du système à l'équilibre est lent. Par contre, dans un régime critique, le retour du système à l'équilibre est rapide. On y est. Alors, la question suivante ici, quel est le régime particulier si la résistance grand R est égale à 0? Alors ici, on va reprendre l'expression de la pseudo-période T, et là, on va l'exprimer en fonction des L, C et R. On est d'accord? Là, on va remplacer tout simplement le coefficient d'amortissement par son expression, d'accord? Et en élevant au carré, donc vous trouverez R au carré C sur 4L. On y est. Alors maintenant, ici, lorsque grand R est égal à 0, on voit très bien que on va trouver T est égal à 2pi racine carrée de LC sur 1, d'accord? Qui est égal ici à 2pi racine carrée de LC. Alors ici, comme T est égal à 2pi racine carrée de LC et alpha est égal à 0, alors le régime est dit périodique. On est d'accord? Donc nous avons un régime qui est périodique, des périodes propres, T0 est égal à 2pi racine carrée de LC. Maintenant, on nous demande de déduire de la relation établie dans la question 2.2 l'équation différentielle liant la charge QDT. Là, maintenant, on va reprendre cette équation. On est d'accord? Maintenant, lorsque grand R est égal à 0, donc vous trouverez donc l'équation suivante. Et de là, maintenant, vous pouvez dériver. Et après avoir dérivé, vous pouvez factoriser par L dérivé de Q par rapport au temps. Et là, on sait que L dérivé de Q par rapport au temps est différent de 0. Et là, ça sera donc Q2 points plus Q sur LC qui sera égal à 0.
Et là, vous pouvez aboutir à l'équation différentielle caractérisant un régime périodique. D'accord? Alors ici, on va essayer de simuler les différents régimes vus dans l'exercice, hein, parce qu'on sait que dans un circuit RLC en régime libre, nous avons trois régimes. Régime pseudo-périodique, régime critique et le régime apériodique. On est d'accord? Alors, dans notre exercice, on avait trouvé l'inductance L de la bobine égale à 0,39. D'accord? Donc, on va régler l'inductance L ici à 0,39. Donc, vous avez ici L est égal à 0,39 Henri. On est d'accord? Et la capacité C du condensateur était de 1 microfarad. Donc, on va régler C à 1 microfarad. Alors, pour la résistance R, on avait trouvé 185 ohms, hein, si je ne me trompe pas. Alors, on va régler R à 185 ohms. Alors, vous avez ici R est égal à 185 ohms, d'accord? L'inductance L de la bobine 0,39 Henri. Vous avez C est égal à 1 microfarad, d'accord? Et de là, vous pouvez constater ici, hein. Donc, quelle est la valeur de la pseudo-période T? Alors, vous avez ici, par exemple, 1, parce que D là à là correspond à une période, hein. Donc, vous voyez très bien 1, 2, 3, 4. 4 millisecondes, hein, parce que vous avez ici le temps, c'est en millisecondes, on est d'accord? Alors, vous voyez très bien que en simulant donc le système, on voit très bien que la valeur de la pseudo-période T est égale ici à 4 millisecondes, comme ça a été donné dans l'énoncé, on est d'accord? Et là, je peux maintenant donc activer les asymptotes, d'accord, comme vous les voyez. Donc ici, vous avez un régime qui est pseudo-périodique. On y est. Parce que vous voyez très bien que nous avons ici des oscillations. D'accord? Alors maintenant, on va chercher à apparaître le régime critique ainsi que le régime apériodique. Là, pour R est égal à 5 ohms, nous avons ici un régime qui est pseudo-périodique. On est d'accord? Je vais augmenter encore un petit peu la résistance R. Là, toujours, j'ai un régime qui est pseudo-périodique. On est d'accord? J'augmente encore R. Et là, j'ai un régime qui est critique. D'accord? Nous avons un régime critique parce que le retour du système à l'équilibre est rapide. Donc là, vous avez donc l'allure de la courbe ici pour un régime critique. Lorsque j'augmente la résistance grand R, vous avez un régime apériodique. Vous avez encore un régime apériodique. Vous avez encore ici un régime apériodique. Et là, vous avez encore un régime apériodique. Alors, lorsque vous avez un régime apériodique, le retour du système à l'équilibre est lent. Par contre, lorsque vous avez un régime qui est critique, comme vous le voyez ici par exemple, le retour du système à l'équilibre est rapide. On y est, parce que là, vous avez le retour ici à l'instant t égal à combien? L'instant t est égal à 3 millisecondes. Maintenant, lorsque j'augmente la résistance R, ici, le retour du système à l'équilibre, ici, c'est fait que l'instant t est égal à combien? 4,5 millisecondes. On est d'accord? Donc, vous avez, lorsque le retour du système à l'équilibre est lent, là, vous avez un régime qui est apériodique. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.